Nous sommes donc dans cet amphi pour donc vous donner les clés pour organiser votre recherche d'emploi, comment convaincre lors d'entretien et comment faire un bon CV. Je laisse ma collègue se présenter, après je vais me présenter. Bonjour à tous, donc je me présente Valentina Sarma, je suis chargée de relations employeurs au Cap Emploi 91. Donc Cap Emploi qui est une structure d'accompagnement dédiée aux personnes en situation de handicap. Très bien. Moi je suis Masmoudi Dakia, donc conseiller France Travail Pro, la nouvelle entité de France Travail, donc service entreprise, donc qui est en rapport avec les employeurs en relation de recrutement. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va démarrer. Donc, atelier focus compétences. Et donc, comment mettez-vous en valeur? Alors, comment mettez-vous en valeur? Donc, cet atelier va vous permettre de vous donner une méthodologie, en fait, pour améliorer donc votre comment convaincre en fait les recruteurs sur, bien entendu, votre recrutement et quelles sont les adéquations de vos compétences avec votre parcours professionnel et par rapport bien entendu, par rapport au poste offert par l'employeur. Aujourd'hui, on est bien sûr sur des postes de la fonction publique, hein, comme vous l'avez vu. Et donc, pourquoi et comment valoriser ces compétences ? Alors, valoriser donc ces compétences, c'est tout d'abord formuler un projet. Bien entendu, un projet professionnel. Organiser son parcours, ses expériences professionnelles et trouver les mots qui vont faire mouche en entretien. Donc, bien choisir ces mots-là. Donc, cela suppose que vous savez identifier vos compétences par rapport à un poste donné, être au clair avec vos compétences et les formaliser, et communiquer sur vos savoirs, savoir-faire et savoir-être. Donc on va voir un peu plus tard sur les slides quelles sont ces trois définitions sur ce terme de savoir. Donc pour convaincre un employeur potentiel, il est important de valoriser vos réussites concrètes. Voilà. Et pour ce faire, du coup, qu'est-ce que c'est d'abord une compétence? Parce que si on veut se mettre en valeur et si on veut parler de ses compétences, il faut savoir déjà ce que c'est. Donc là, on fait un petit exercice. Selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Comment est-ce que vous la définiriez? Vous pouvez lever la main si vous voulez. Très bien. Vous êtes en partie, oui, dans la définition, mais pas que, oui. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Exactement. C'est la posture, en fait. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, effectivement, comme vous le voyez, je te laisse. Donc, en effet, quand on parle de compétences, ça se décline en trois composantes. Donc, le savoir, ce que vous disiez, c'est qu'est-ce qu'on a appris, c'est quelque chose qu'on peut quantifier. Donc là, par exemple, la connaissance, un diplôme, la maîtrise d'un logiciel. Le savoir-faire, c'est l'action. Donc, du coup, utiliser ce qu'on a appris pour pouvoir le mettre en application.
Donc ça peut être saisir, analyser des données comptables, créer des plans. On est en capacité de mettre en action ce qu'on a appris. Et le savoir-faire professionnel, c'est donc du coup des qualités que vous allez mettre en œuvre au quotidien sur votre milieu professionnel. Donc la ponctualité, la bienveillance, la vigilance. Alors juste pour information, sur les savoirs professionnels, c'est beaucoup attendu par les employeurs, d'accord ? Tout ce qui est ponctualité, nous avons des employeurs qui reviennent vers nous, malheureusement, qui ont une mauvaise expérience avec les candidats sur justement ces savoir-être, donc ces savoirs professionnels, parce que la personne arrive en retard et 70% des embauches, elles sont sur les savoirs justement professionnels, savoir-faire professionnel, sur les champs de la ponctualité et tout ce qui est attendu par les employeurs. Tout à fait, comme dit mon collègue, on peut très bien avoir des connaissances, mais si on n'a pas le comportement qui va avec, ça joue malheureusement beaucoup sur vos candidatures. Donc là, on a une définition simple et partagée. Donc savoir, c'est qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'ai appris. Le savoir-faire, c'est qu'est-ce que je sais faire, est-ce que je le pratique. Et le savoir-être professionnel, donc ce qu'on vient de dire, le mettre en contexte. Et donc tous ces trois parties réunies forment la compétence, la capacité à exercer des activités dans une situation professionnelle. Oui, je vous écoute. Alors, c'est des slides qui sont une communication interne, mais je vous invite à aller sur l'Emploi Store ou francetravail.fr et vous retrouverez justement ces données-là, en fait, sur tout ce qui est focus compétences. Vous taperez focus compétences soit sur l'Emploi Store ou francetravail.fr. Vous retrouverez la même approche, en fait. Voilà. Après, tu me corriges si je me trompe. Est-ce que peut-être qu'ils peuvent prendre en photo cette slide-là, ou là, c'était plus un exercice pour eux aussi, justement, de dire par rapport à votre recherche, comment est-ce que je répertorie les savoir-faire, les savoir-être, enfin, les savoir-connaissances et les compétences relationnelles. Donc, peut-être que ça peut juste être une slide-là qui peut être photographiée pour vous entraîner aussi à faire ce... Oui, c'est un outil, en fait, voilà, qui vous permet de répertorier vos compétences. Oui. Ils peuvent, d'accord. J'attends l'accord. Ok, on va vous faire les deux alors, dans ce cas-là. Et s'il y a des gens qui sont inscrits à ton travail, vous avez des ateliers où vous pouvez participer qui est beaucoup plus long. C'est un atelier qui est assez long. Là, on l'a résumé au niveau d'un salon. Exactement. C'est des ateliers gratuits, bien entendu, mis à votre disposition. Soyez inscrits ou non, on est service public avant tout. On peut continuer, pardon ? Est-ce qu'on fait l'exercice ou du coup plutôt en autonomie ? Ouais, alors ça va être du travail. Alors, si vous le souhaitez, voilà, par rapport à l'exercice, c'est plus de l'individuel. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre au frais. On y répondra avec plaisir à la fin de ce focus-là. Du coup, pendant un entretien, on vous a parlé de repérer vos compétences, de les lister. Mais l'entretien, c'est pas juste de lister et de donner des savoirs et des savoir-faire à l'employeur. C'est aussi de construire un argumentaire. Ok, pendant ma formation, j'ai appris telle chose. Et par exemple, pendant telle expérience, j'ai pu le mettre en application. C'est de démontrer aussi un petit peu tout ce que vous avez pu mettre en œuvre pendant tout votre parcours professionnel. Et pas juste de venir et de tout noter à l'employeur comme ça. Donc il y a toute une argumentation aussi qui se prépare derrière. Et là, on vous a noté quelques questions qui peuvent vous être posées en entretien et qui peuvent vous aider à préparer votre argumentaire. Notamment sur sur la présentation, pouvez-vous nous présenter votre parcours ? Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Comment expliquez-vous votre période d'inactivité ? Alors, s'il y a des périodes d'inactivité, je dirais, ce n'est pas la peine d'inventer une période d'activité à la place, parce que
lors d'entretien, ça va se voir, ça va se sentir. Si vous avez, je ne sais pas, pris une période de congé pour développement de compétences ou même dans le domaine associatif, hein, c'est toujours de l'expérience. Hein. D'accord ? Quelles sont vos ambitions professionnelles à 2 ou dans 5 ans? Effectivement, souvent les employeurs voient un peu loin. À court, moyen, après long terme, c'est un peu difficile de se projeter selon la conjoncture actuelle, mais en tout cas sur les 2, court ou moyen terme. Ensuite, pourquoi rejoindre notre entreprise plutôt qu'un concurrent? Donc là, il faut effectivement se détacher. Pourquoi? Selon, est-ce que c'est le bon salaire? Est-ce que c'est l'adéquation entre vie de travail et vie personnelle? Après, chacun, plutôt va argumenter pour ce choix-là. Quelles sont vos motivations pour intégrer ce poste? Et enfin, avez-vous des questions par rapport à l'entretien? Donc, si vous venez lors d'un entretien sans questions, il faut toujours avoir des questions. C'est que, en fait, l'entreprise, elle n'est pas trop attractive à vos yeux. Donc, avant effectivement de partir, que ce soit sur l'évolution, des questions sur l'évolution professionnelle en interne, que ce soit des questions, là actuellement, c'est sur la manière de travailler, par exemple le télétravail, si est-ce que l'entreprise propose du télétravail, il y a toujours des questions. Tout à fait. Je crois que c'est tout pour l'atelier se mettre en valeur. Focus Alors compétences. voilà, donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Ou c'est clair? Oui? Sur la rémunération, s'il faut poser la question ou pas? Il faut poser la question. Après, le salaire, vous pouvez l'avoir déjà sur une offre d'emploi. Mais il faut poser la question, tout à fait. Alors, c'est un peu difficile sur tout ce qui est organisme, fonction publique, parce que c'est des conventions, des conventions déjà établies. Mais oui, vous pouvez échanger par rapport au salaire. Alors, on nous dit d'enchaîner, c'est ça? Je me demande quel est le support suivant. Le support suivant, c'est... Peut-être juste pour compléter un peu sur la question. 5 points clés d'un CV. Juste pour compléter la question sur le salaire, pardon. Oui, vas-y. Finalement, il n'y a pas un moment type. Ça va dépendre de l'échange que vous allez avoir. Peut-être que c'est l'employeur qui va finalement vous demander vos prétentions, etc. Et comme disait mon collègue tout à l'heure, si finalement, pendant tout le déroulé de l'entretien, on n'a pas eu l'occasion, et quand on vous pose cette fameuse question, est-ce que vous avez des questions? Ça peut être un moment où vous pouvez rebondir justement sur cet item-là. N'hésitez pas à passer sur notre stand, comme disait ma collègue auparavant, sur le stand 61, c'est ça? Oui. Voilà, si vous avez des questions, que ce soit sur les entretiens, le CV, ou sur votre recherche d'emploi, vous êtes les bienvenus. Du coup, là, on va aborder un petit atelier rapide sur les 5 points clés du CV, qui est votre outil majeur pour votre recherche d'emploi. Donc là, on a un exemple de CV qui est projeté. Au premier abord, comme ça, est-ce qu'il y a des choses qui vous marquent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent normales? Alors, à quel endroit, pardon? Ah, il manque l'intitulé du poste. Pardon, ok. Donc cette personne, on ne sait pas pour quel métier il postule. Comment? L'adresse personnelle est trop complète. Donc selon vous, qu'est-ce qui est juste nécessaire? La ville, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous marquent? On n'a pas les dates de contrat. Après, c'est un exemple de CV, donc il n'est peut-être pas complet. La police est trop petite, c'est ça? C'est clair, il n'y a pas que du négatif.
Alors, justement, il y a plusieurs réponses sur ça. N'oubliez pas qu'un CV, il est lu sur, allez, maximum 10 secondes par les employeurs. D'accord ? On va voir après les slides. 10 secondes. D'accord ? Pas beaucoup de couleurs, 2 couleurs, pas trop tapantes, parce que, bon, voilà. Et un CV, un poste. Un CV, un poste. Si tu peux revenir juste rapidement sur le CV. Là, on a dit, effectivement, il n'y a pas de titre, mais en tout cas, il y a une phrase d'accroche alliée, justement. Ça peut remplacer le titre du CV. Là, en l'occurrence, vous avez un CV, on va dire, de doctorant, de chercheur. Et en règle générale, ce que vous faites quand vous êtes diplômé, en fait, master, enfin, doctorat ou dans la recherche, c'est de faire vos recherches. C'est-à-dire que vous allez énumérer les travaux que vous avez faits. Donc ça peut être des CV à 5-10 pages, quoi. Il faut se limiter, en fait. Il faut synthétiser les CV maximum. Ce qui est acceptable, c'est sur 2 pages. D'accord ? On sait que vous avez fait pas mal de travaux. Et ça, c'est typiquement les CV de chercheurs, de doctorants, enfin tout ce qui est lié à des hautes études. Voilà. Le conseil que je peux vous donner, et puis on va le développer après, c'est un CV, un poste. D'accord ? Après, sur l'adresse, etc., vaut mieux mettre son adresse. Mais après, voilà, il y a eu le cas des CV anonymes. Ça n'a pas fonctionné parce qu'à l'entretien, malheureusement, il y a eu des discriminations. Mais en tout cas, ce CV-là, je dirais qu'il est pas mal. Il répond aux critères, en fait, de recherche d'emploi parce que c'est assez aéré, on voit ses compétences, sa formation, etc. Et puis, il y a une phrase d'accroche. Voilà, le plus important, c'est ça. Après, sur la photo, elle n'est pas obligatoire et on verra plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer, je vous répondrai. On va avancer un peu. Juste pour compléter rapidement, sur un CV, un titre, mettez-vous aussi à la place d'une entreprise qui a peut-être parfois sur une même période plusieurs postes à pourvoir. Donc soit des fois vous mettez pas le bon intitulé ou soit il n'y a pas d'intitulé aussi tout court. Ça demande à l'employeur de faire un effort de savoir sur quoi est-ce que vous postulez. Même si on peut avoir une idée par rapport à votre expérience, parfois il y a des personnes qui ont pu avoir une expérience tout autre et qui peuvent quand même se lancer sur des candidatures. Mais le fait de mettre un titre, ça permet à l'employeur aussi de se dire « Ok, je sais ce qu'il veut ». Et ça fait du coup la liaison avec la slide suivante, des objectifs bien définis. Pas du tout. Si c'est une offre ou sur l'offre, l'intitulé de poste, c'est technicien, R&D, il n'y a pas de souci pour que vous le mettiez sur votre CV. Oui. Exactement. Oui. Donc des objectifs bien définis. Donc votre objectif professionnel, donc une fois défini, doit servir de clé de voûte à la construction de vos arguments. Donc, les compétences, les expériences et les qualifications mises en avant doivent répondre au profil recherché, au type d'entreprise ciblée. Donc pensez à modifier votre CV en fonction du destinataire. Et je vous l'ai dit, un CV, un poste. En gros, je vous donne un exemple. Souvent, les entreprises qui font appel à nous recherchent un agent administratif ou secrétaire. D'accord ? Donc nous, on a des profils types sur ces postes-là. Mais un agent administratif dans une entreprise A et dans une entreprise B, ça ne va pas être les mêmes critères de recherche. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous mettez votre profil d'agent, on va dire, administratif, général. Et après, parce que vous allez faire une enquête terrain, justement, sur les postes de ces entreprises-là. Et vous allez l'adapter par rapport à leur recherche, en fait. Voilà. Oui ?
vous devez l'adapter au profil recherché de l'entreprise. Comment? En allant sur leur site, par exemple Internet. Souvent, ils mettent des offres d'emploi sur leur site. D'accord? Vous pouvez vous renseigner en leur posant des questions. Souvent, ils laissent leur boîte, l'adresse email. Là, j'ai pas d'exemple, mais on peut échanger, si vous voulez, tout à l'heure en off, si vous le souhaitez. Voilà. Un exemple, ça va être, moi, la dernière fois, j'ai eu, je vous donne, j'ai eu GRDF. Vous connaissez GRDF? Qui cherchait justement un technicien qui est en relation avec tout ce qui est compteur gaz. D'accord? Et j'ai une autre entreprise, on va dire privée, à taille, une cinquantaine d'employés, qui recherchent le même poste. Sauf que les deux postes, ils ont un lien, mais pas le même périmètre. Sur mon entreprise d'artisan, il va y avoir par exemple, de la mobilité. Il va y avoir, la personne va avoir une mobilité géographique réduite, c'est-à-dire sur la commune ou sur le département. Et GRDS, ça va être sur l'Île-de-France. Donc le ciblage n'est pas le même, d'accord? Justement, sur le CV et surtout sur la lettre de motivation, on va préciser ça. C'est-à-dire que vous allez être mobile sur l'Île-de-France ou sur une zone donnée. C'est ça, adapter en fait son CV par rapport au poste proposé. Voilà, ça c'est un exemple. Voilà. Donc, pour finir cette slide, pour rédiger un CV efficace, mieux vaut savoir ce que vous voulez obtenir. Voilà. Mais n'hésitez pas, on échangera si vous voulez en off. Le deuxième point clé d'un CV, c'est un CV synthétique. Donc, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, en général, le CV doit tenir sur une page et vraiment maximum sur 2 pages. Donc, c'est important d'aller aux informations les plus essentielles par rapport à votre parcours et de vous mettre toujours à la place du recruteur qui, aujourd'hui, lit un CV en diagonale. Donc, ce qui est important, c'est de ressortir les compétences adaptées au poste que vous visez. Et donc, le but premier avant tout d'un CV, c'est d'obtenir un entretien avec l'employeur. Et c'est pendant cet entretien-là où vous allez pouvoir aller plus loin dans les détails et échanger davantage avec lui. Donc, il faut aussi avoir en tête qu'un employeur reçoit beaucoup de CV. Aujourd'hui, un mail, ça va très vite. J'envoie un mail depuis mon téléphone. La seconde d'après, l'employeur le reçoit. Donc, vous imaginez bien le nombre de mails et de CV qui peuvent arriver. Donc, un CV qui va être clair et lisible va faire la différence par rapport à un CV qui va être beaucoup trop détaillé et beaucoup trop chargé. Effectivement, il faut avoir une présentation irréprochable. Donc, soignez la présentation de votre CV. Je l'ai vu tout à l'heure sur le stand des CV avec des polices toutes petites où on a du mal à lire. Donc, essayez d'avoir une police lisible pour que votre futur employeur ait une facilité de lecture. Une feuille tachée, froissée, où il y a du ketchup dessus à éviter. On en voit, malheureusement. De mauvaise qualité, remplie de fautes. Ah oui, les fautes d'orthographe, ça pique. Hein. Moi, le premier, ça, voilà. Un manque d'oxygène dans la mise en page, etc. Donc, souvent, évitez de mettre beaucoup de couleurs. 2 couleurs, comme je vous ai dit, maximum. Pas trop tapantes, juste simple. Donc, tous ces défauts peuvent être traduits par un manque, effectivement, de motivation. Et chaque détail compte. Le poids de la première impression peut jouer en votre faveur ou non. Voilà. Et si vous joignez une photo, choisissant une qui vous met en valeur. Alors, sur la photo, elle n'est pas obligatoire, justement. Une photo, c'est pas obligatoire. Mais on préconise de mettre une photo, par exemple, pour tout ce qui est emploi, métier de l'accueil, par exemple. Ce qu'on voit actuellement, c'est des photos en mise en situation professionnelle. Je m'explique. C'est pas la photo de la carte d'identité où il faut pas sourire ou autre. Je prends une photo où vous postulez sur un poste de cuisinier, par exemple cuisinière. Vous allez vous mettre en situation, donc en train de faire un plat. Et là, on vous prend en photo. C'est plus parlant en fait sur la posture.
Vous jardinez, ben, vous faites du jardinage, voilà, etc., etc. Mais la photo, légalement, n'est pas obligatoire. Mais après, si vous voulez mettre en avant votre CV, voilà, mettez-en une, mais pas trop rigide, quoi. Voilà. Peut-être juste en complément, la photo, c'est vrai qu'elle va plutôt être demandée sur des métiers où l'image, la représentation va être un point nécessaire, comme sur des postes de commerciaux, des postes d'hôtesse d'accueil, sur ces types de postes-là où la présentation de la personne va être un plus, c'est plutôt conseillé. Mais quand on est sur des postes autres où finalement vous n'avez pas forcément un contact direct avec le public, c'est pas forcément un plus de le mettre sur votre CV. Quatrième point clé du CV, des points forts illustrés. On a évoqué tout à l'heure le fait d'établir une liste de ses compétences, de ce qu'on sait faire. Et plus vous allez pouvoir appuyer ces compétences par des exemples concrets, plus l'employeur va avoir une idée des missions occupées, des responsabilités que vous avez pu avoir sur votre parcours passé. Donc le fait, par exemple, d'avoir mené un projet au cours de votre expérience professionnelle, de mettre en avant le type de projet sur lequel vous avez travaillé, des objectifs que vous avez pu atteindre, ça va être des preuves concrètes. Et donc l'employeur va avoir une envie d'aller beaucoup plus loin et d'en savoir beaucoup plus sur ce que vous avez fait. Donc c'est bien de pouvoir parler de ces compétences, mais d'en faire la preuve, c'est encore un plus. Donc 5e point, de l'authenticité. Donc vous pouvez omettre certaines informations si vous ne voulez pas mettre en relief des points négatifs. En revanche, il vaut mieux rester authentique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mensonge peut avoir l'effet d'un boomerang. Le recruteur saura déceler les informations erronées, en particulier si vous êtes convié à un entretien. Vous savez que les employeurs, ils se connectent entre eux, hein. Ils se parlent, ils se téléphonent, d'accord ? Surtout dans un domaine donné, dans une profession donnée. Donc, restez vous-même, voilà, tout simplement. Parler de vos points forts est une chose, en faire la preuve et en est une autre. Voilà. Oui ? Dites-moi. Oui, tout à fait. C'est peut-être pas évident. Un parcours n'est jamais linéaire. On est d'accord. Exactement. Il peut y avoir des hauts, des bas. Mais on a des personnes qui arrivent aussi à faire, à très bien se présenter, à se mettre beaucoup trop en avant, à bien arrondir les formes. Et une fois arrivée sur le poste, elle va se retrouver en difficulté parce que elle aura voulu cacher certains aspects négatifs ou quoi que ce soit. Le but, c'est pas de vous mettre en difficulté après avoir obtenu le poste et de se dire bon ben mince, j'ai dit que je savais utiliser tel logiciel et en fait je me retrouve toute seule devant mon poste et je sais pas quoi faire. C'est plutôt dans ce sens-là on vous dit d'être authentique et de pas essayer de lisser toutes les choses en fait. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la mise en place ou la forme du CV? Oui, monsieur. Mmh. Alors, le CV le plus utilisé, c'est le CV antichronologique, d'accord ? Ensuite, selon la forme choisie, tout dépend de votre expérience, j'allais dire. Est-ce que vous êtes débutant ? Est-ce que vous êtes une personne dans l'emploi où vous avez de l'expérience ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, un poste égale à un CV. Mais pour répondre à votre question, par rapport aux formes et par rapport à la mise en place d'un CV, soit vous inscrivez à un atelier chez France Travail, et dans ce cas-là, parce que là, on vous donne juste des brèves, des conseils, soit sur un atelier, soit vous allez sur notre site francetravail.fr
ou sur l'Emploi Store. D'accord? Voilà. Il y a plusieurs types de CV selon les emplois que vous voulez occuper, notamment les CV par compétences, les CV étudiants pour les personnes qui sortent d'études ou c'est leur première expérience. D'accord? Là, ça va être les stages qui vont être mis en exergue, justement, leurs stages, le CV chronologique. Bon, celui-là. Sinon, vous avez aussi ce qu'on appelle des CV vidéo. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, pour certains emplois, où on se filme. D'accord? Et là, effectivement, on va, au lieu de passer un CV directement, ça sera en vidéo, en fait. Voilà. On innove, en fait, même dans le CV. D'accord? Il peut y avoir aussi tout ce qui est CV connecté. Vous pensez à quoi quand je vous dis CV connecté? À quel site? LinkedIn, par exemple. Voilà, ça, c'est des CV connectés. Et je vous invite à vous mettre sur LinkedIn. C'est formidable, parce que vous êtes visible et ça peut créer un réseau et d'être vu par vos futurs employeurs. Voilà. D'autres questions pour passer à l'autre thématique? Oui. Je dirais que c'est la formation que vous avez faite avec les diplômes que vous avez eus, tout simplement. Voilà, sans aller plus loin, quoi. Tu vois autre chose, peut-être, sur le... En général, le diplôme en lui-même parle. Après, ce que vous pouvez apporter comme complément, ça va être les intitulés des modules. Des fois, vous avez des modules, donc peut-être juste dans les grandes lignes, mais il n'y a pas besoin de plus de précision attendue sur les formations. Je crois qu'il y avait une autre question par là-bas. Non. Oui. Non. Alors justement, si vous permettez, j'ai une checklist. Donc sur effectivement l'encombrement. Donc encombrement 0, pas de mots inutiles comme tel ou email. On s'en doute bien que ce que vous allez communiquer, c'est un téléphone commence par 06 ou 09. D'accord? Et on sait que c'est un numéro de téléphone, donc c'est pas la peine de mettre tel ou voilà quoi. Par exemple, sur la photo, je l'ai dit, faut pas que ça soit une photo de carte d'identité. Une page ou 2 pages maximum sur le CV. Il faut mettre des mots-clés, d'accord, qui vous représentent, d'accord, qui représentent votre parcours en tout cas. Beaucoup, alors moi je vois, parce que je suis dans un service de France Travail, service entreprise, souvent on a des CV avec des emails non professionnels. Vous savez, le plus simple, c'est prénom, nom, @gmail.com par exemple. Souvent, on voit des genre le beau gosse du 92 @gmail.com. Évitez parce que c'est pas professionnel, quoi. Mais on et en vraiment, voit, ils tirent pas le trait. Hein. Ça existe, on le voit tous les jours. On en voit, malheureusement. Sur le vocabulaire, et on l'a vu tout à l'heure, sur les fautes d'orthographe, expérience, normalement c'est l'expérience professionnelle, il n'y a pas de S, mais j'en vois expérience avec S et professionnel sans le S. Donc là, ça pique aussi. Stop aux abréviations. Évitez les abréviations, les sigles, puisque voilà, quoi, c'est peut-être l'employeur, il sait pas ce que c'est. Hein. J'ai eu mon BAFA, enfin pas BAFA telle année. Dès que l'employeur, tout le monde ne sait pas ce que c'est le BAFA. Voilà. La police, ouais, attention à la police. 3 tailles différentes maximum, d'accord. 3 tailles différentes, les titres une taille, et ensuite les sous-titres, et puis le texte en lui-même. Et pour conclure, votre CV doit vous ressembler. Voilà. Merci à vous, on continue sur la thématique. Oui, rapidement, parce qu'on va être en retard sinon. Oui, je vous écoute. Oui, moi je voulais vous
Alors, dans les us et coutumes, et ce qu'on préconise en tout cas, c'est 2 pages maximum. CV de senior, vous avez pas mal d'expérience. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regrouper vos expériences sur le même type de poste, en fait. D'accord ? Admettons, vous étiez ingénieur en électrotechnique, je dis n'importe quoi. Hein. Vous allez mettre les dates, en fait, et les entreprises sur le même poste, en fait, sur la même thématique, et ne pas mettre les années. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout simplement. Voilà. C'est ça. Non, faut regrouper, en fait, par poste. Voilà, tout simplement. Et 2 postes et 2 pages maximum. Voilà, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de doctorants ou des personnes qui ont fait pas mal d'études. Sur l'Emploi Store, vous tapez Emploi Store ou sur francetravail.fr. Voilà, je vous en prie. Après, on vous donne des CV adaptés par rapport au profil, bien sûr. Voilà. La dernière question. Oui. Je vous en prie. Une question rapide. Je n'ai pas participé à la première partie de l'explication, si ça a été dit. J'avais une question concernant la description des missions, qui, moi, est une vraie problématique, parce que j'ai des avis divers et variés. Je voulais savoir, est-ce qu'on doit décrire ce qu'on a apporté en termes de valeur ajoutée, ou alors de décrire des missions de manière synthétique du poste? Qu'est-ce qui serait le plus cohérent? Le CV il doit être synthétique, quoi qu'il arrive. Je l'ai dit au début de la séance, 10 secondes. Là où vous allez apporter plus de précision, c'est dans la lettre de motivation. C'est en complément au CV. C'est là où effectivement vous allez développer vos connaissances, votre expérience professionnelle. Mais en tout cas, le CV doit être synthétique, concis. D'accord ? Voilà. Peut-être juste pour compléter, vous n'allez pas répéter et décrire toutes les missions de toutes vos expériences professionnelles. Si vous avez toujours occupé, je dis une bêtise, hein, un poste de conseillère de vente, mais chez différentes enseignes, vous n'allez pas mettre sur 3 enseignes différentes, réassort, mise en rayon, etc. Ça ne sert strictement à rien. Là où vous allez pouvoir apporter un complément, c'est si vraiment il y avait une différence ou un projet bien spécifique qui a permis de mettre en avant un savoir-faire, une compétence. Mais si c'est pour répéter des missions génériques, ça n'a pas d'intérêt. On va les retrouver dans vos compétences, ça suffit largement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je suis désolée, c'est pas très clair. En fait, c'est de dire ce qu'on a apporté au-delà des missions, ne pas relater, comme vous avez dit, toutes les missions du poste. Est-ce que c'est de dire dans ce poste-là, j'ai apporté ça, ou alors c'est de dire on a mené tel projet dans ce poste, voilà ce que j'ai fait. Si ça a une plus-value par rapport à l'entreprise que vous visez ou au poste que vous allez viser, ça peut être intéressant. Après, si c'est quelque chose de plus générique, il y a ce qu'on appelait la phrase d'accroche, où vous allez pouvoir apporter un complément générique, mais pas forcément détaillé par expérience et par entreprise. Mais on pourra en échanger après au besoin en individuel. Merci à vous. On termine la dernière thématique. Donc 5 minutes pour convaincre. Donc là, on est en situation d'entretien, hein, c'est ça ? Tout à fait. 5 minutes pour convaincre. Du coup, l'objectif, c'est d'identifier les fondamentaux d'un entretien court, comme par exemple dans un contexte comme aujourd'hui, vous êtes sur un salon avec plusieurs employeurs et plusieurs personnes qui passent, donc vous avez un temps d'échange limité. Ensuite, rappeler les erreurs à éviter et répondre à vos questions. Alors, 3 clés pour comprendre. Le recruteur doit embaucher le candidat qui lui convient. Le candidat doit se faire connaître et se faire apprécier. Enfin, il doit faire en sorte d'être mémorisé par le recruteur pour obtenir un autre entretien. Donc aujourd'hui, là, ce que vous avez là sur les différents stands, c'est des pré-entretiens. Donc, le véritable entretien, il se fera en entreprise. Soit en physique, soit en distanciel. D'accord ? Comme disait mon collègue, là, vous êtes sur des pré-entretiens. Donc, pour le recruteur, c'est une phase de sélection.
Il va avoir plusieurs personnes défiler et donc il va retenir les personnes qui l'auront retenu, qui l'auront marqué. Pour vous, c'est aussi, donc, comme on l'a dit, un moyen de pouvoir vous démarquer et de pouvoir aller plus loin sur les étapes du recrutement. Donc, il est essentiel, à la fin de ce court échange, de vous être mis d'accord sur la suite donnée. Est-ce que vous devez vous recontacter? Est-ce que c'est l'employeur qui vous reconvoque? Est-ce que c'est à vous de faire un mail de relance? Il faudra vraiment, voilà, repartir avec une action concrète. Alors, comprenez l'intérêt d'un entretien court. Les 10 premières secondes, comme le CV, et la première impression sont souvent décisives. Elles resteront en mémoire. C'est l'image positive que vous donnez de vous-même. Donc, il faut convaincre le recruteur de vos atouts et de vos qualités. Il faut être mémorisé, toujours ce terme-là, mémoriser de mémoire, se rendre unique et intéresser l'interlocuteur. J'ai du mal, c'est en fin de journée. Seuls 20% de ce qu'on nous dit est retenu. Il faut être pertinent. L'accueil, donc la première image qu'on va avoir de vous, c'est important qu'elle soit positive pour la personne qui vous reçoit. C'est donc la phase la plus primordiale. Même si c'est une phase qui est assez courte, dans un entretien de 5 minutes ou même un peu plus, c'est généralement votre première apparence visuelle aussi qui va marquer l'employeur. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une présentation soignée, d'avoir une tenue correcte, un ton de voix qui reste quand même posé. Des fois, c'est jamais un exercice simple, l'entretien. On a toujours tendance à être stressé, à vouloir parler très vite, à ne pas être compréhensible. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. Posez votre voix. La politesse, c'est un élément de base, je n'y reviens pas. Mais il faut vraiment que l'employeur ait une image positive de vous quand il vous reçoit et on n'a jamais une deuxième chance pour faire une bonne première impression. Le déroulé de l'entretien, donc, convaincre, se vendre. Bon, j'aime pas ce trop mot-là, mais bon, c'est comme ça. Donc, il s'agit d'une prise de connaissance mutuelle. C'est donc bien une phase d'échange. La qualité des arguments que vous développerez montrera au recruteur votre intérêt et votre motivation. L'employeur a besoin de mieux vous connaître en vous posant des questions. Il va chercher à apprécier vos compétences, ce qu'on a vu tout à l'heure, vos savoir-faire, vos motivations et surtout votre personnalité. L'employeur a besoin d'être rassuré et de découvrir le candidat le mieux adapté. Écoutez attentivement, donc soyez pertinent dans vos réponses. Mettez donc en valeur vos points forts. Mettez de l'énergie nécessaire pour convaincre votre interlocuteur. La phase de conclusion, donc c'est comme ce que je disais tout à l'heure, il faut que vous laissiez une empreinte à l'employeur. Donc il est indispensable de savoir qui est-ce qui reprend contact avec qui, par quels moyens. Pensez toujours à prendre le nom et les fonctions de votre interlocuteur. Parfois, sur un rapide entretien, on ne pense pas à prendre note. Et derrière, quand vous devez relancer, c'est plus compliqué. Donc, toujours prendre le nom et les coordonnées quand c'est possible de la personne. Et si vous avez une carte de visite, de plus en plus sur les CV, maintenant, on peut laisser les coordonnées. C'est un excellent moyen, du coup, pour reprendre contact. Donc, nos conseils, décontractez-vous, respirez calmement. Dernière séance de yoga. Rappelez-vous que vous avez tout à gagner au cours de ces 5 minutes. Respectez les règles de présentation, politesse, poignée de main, le sourire aussi, très important. Évitez d'utiliser votre téléphone portable, de mâcher un chewing-gum. Vous allez me dire, c'est tellement évident, mais bon. Ne parlez pas trop fort ni trop vite, donc articulez aussi. Écoutez, ponctuez. Ne coupez pas la parole, pensez à sourire. Soyez bref, donc votre interlocuteur a peu de temps à vous consacrer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait plusieurs queues, là, on voyait sur certains stands. Il y avait beaucoup de monde. Donc soyez bref dans votre entretien. Ne racontez pas votre vie, comme quoi hier vous avez eu, un dégât des eaux ou autre, ça n'intéresse pas. Et soyez à l'écoute dès les premières secondes. Donc, concentrez-vous sur ce que dit votre interlocuteur.
Veillez à votre organisation, comme on vous l'a dit, pensez à prendre un bloc-notes, un agenda, un stylo avec vous pour prendre des notes. Les candidats sont nombreux, donc vous êtes observés pendant que vous faites la file d'attente. Parfois sur un stand, ils peuvent être 2, 3 collègues, même s'ils sont en train d'échanger avec une personne, on voit ce qui se passe aux alentours, donc ça donne aussi des indications sur vous. Et anticiper la suite et le suivi, donc préparer le contact téléphonique. Vous savez que vous allez être contacté, donc c'est pas de décrocher si on vous appelle à 9h du matin et que vous faites une grasse matinée, ça peut faire défaut, donc faites attention. L'entretien de 5 minutes, c'est pas un entretien, c'est une préqualification. Donc l'entretien d'embauche se fait après. Votre objectif, c'est d'avoir un rendez-vous et de le préparer avec les arguments nécessaires. Une communication simple et efficace sera votre atout majeur. Voilà pour nos conseils. C'est fini? Ouais. Déjà. Bon. Des questions avant de conclure cette séance où tout est parfait? Oui? Bonjour. Très bonne question. Ah. Oui, tout à fait. On va essayer de répondre. Je vais vous donner des premiers éléments et mon collègue complétera si besoin. Sur la lettre de motivation, là vous allez pouvoir aller plus loin aussi, c'est pourquoi est-ce que vous vous projetez avec l'entreprise en question. Souvent on vous donne ce schéma, cette trame-là dans la lettre de motivation, c'est une première présentation. Moi, qui je suis, qu'est-ce que je propose. Vous, donc l'employeur, quelle est son activité, qu'est-ce qu'elle fait, et nous, ensemble, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc c'est pas forcément une répétition aussi de vos compétences et de ce que vous savez faire, mais c'est qu'est-ce qui vous a attiré chez cet employeur, en quoi est-ce que vous allez être une plus-value, un atout, au-delà des compétences aussi, quels sont vos projets pro, qu'est-ce que vous envisagez de faire à moyen ou long terme, comme on disait tout à l'heure. C'est plutôt ça que vous allez apporter en détail sur la lettre de motivation. Après, je ne sais pas si tu vois d'autres éléments. Oui, c'est absolument ça. Ce qu'il faut dire, parce qu'on dit lettre de motivation, lettre de motivation. Une lettre de motivation, c'est quoi? C'est en fait un complément au CV. Souvent, le CV, comme on a dit tout à l'heure, vous n'allez pas mettre, c'est pas un roman, quoi. Donc, ce que vous allez développer, c'est le complément, et souvent l'employeur va, en 10 secondes, il va rechercher ça va être la lettre de motivation. Lettre de motivation égale une offre d'emploi. Vous avez la différence entre lettre de motivation et lettre spontanée. Est-ce que vous connaissez la définition du marché du travail? Est-ce que vous savez ce que c'est un marché du travail? En gros, hein, rapidement. Voilà, exactement. Donc c'est le lieu théorique en fait entre la rencontre entre l'offre et la demande. L'offre c'est quoi? C'est une offre d'emploi et la demande c'est vous. Donc ça va être une lettre de motivation. Donc c'est le marché, ce qu'on appelle le marché ouvert. Donc c'est la partie visible de l'iceberg en fait qui représente 30%. Les 70% qui restent, c'est le marché caché et c'est plutôt des lettres spontanées. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est très important de faire une enquête terrain et connaître comment on recrute les entreprises. Souvent les entreprises, elles ne mettent pas en ligne leur offre chez France Travail ou sur un autre site. Et c'est là où il y a plus de postes en fait. Et ça c'est les lettres spontanées. Donc connaître la culture d'entreprise, comment ils recrutent et leurs attendus en termes de postes. D'accord? Donc une lettre de motivation, elle va être, comme tu l'as dit tout à l'heure, construite spécifiquement. Une lettre spontanée, vous êtes offreur de compétences. D'accord? Voilà. Et donc vous pouvez avoir ce que je viens de vous dire sur francetravail.fr. Vous retrouverez tout dedans. Voilà. Oui?
sur la construction de l'aide de motivation, l'aide spontanée. Toujours sur l'emploi store. L'emploi store ou francetravail.fr, vous tapez sur la recherche, là, sur la loupe, là, tout simplement, l'aide spontanée, lettre de motivation, et on vous donne la structure, en fait. Alors, il y a une nouvelle dernière. Il y a donc la lettre de motivation, l'aide spontanée, et l'email de motivation. Parce que souvent, les entreprises laissent un email, parce que maintenant, écrire des lettres via la poste, via le courrier, c'est plus ou moins dépassé. Donc, il y a aussi le mail de motivation. On met en pièce jointe la lettre de motivation. C'est un mail, en fait, d'accroche. Voilà, tout simplement. Et on vous donne soit des exemples écrits, soit il y a des belles vidéos sur notre site francetravail.fr. Justement, là où vous allez trouver le plus, on va dire, d'opportunités d'emploi, c'est dans le marché caché. Et c'est là il faut aller les chercher, ces offres-là, parce qu'elles ne sont pas diffusées, en fait. Voilà. Donc vous vous rendez compte, 30% seulement des offres diffusées, et en termes de... c'est concurrentiel, quoi, entre les candidats. Voilà. C'est pour ça que aller vers l'entreprise, comme aujourd'hui, là, ça c'est une opportunité. Souvent, ces organismes-là passent par France Travail et d'autres organismes qui diffusent leur offre, mais souvent, ils ne le font pas. C'est dans un circuit fermé, quoi. Voilà. Merci à vous. On finit, donc on va reprendre une nouvelle... c'est d'autres collègues qui vont venir. Voilà. Merci à vous.